Bonjour à tous. Désolée, on avait un problème d'écho dans la salle, d'où ce moment un petit peu de flottement. Bienvenue dans ce webinaire de restitution des résultats de la campagne régionale évaluation de la bientraitance. Regard croisé sur la bientraitance. On va commencer par se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc moi, je suis Véronique Garcia, je suis chef de projet responsable gestion des risques au CECA. Moi, je suis aussi chef de projet au CECA, plutôt sur le secteur médico-social. Martine Jean. Et Martine. Martine Jourdain. Et moi, donc, avec Giwood, épidémiologiste, chargé plutôt de la plateforme IFORAP et puis d'autres petites activités. Voilà, c'est clair, ça fait un petit moment déjà. Donc, l'idée aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est de vous restituer les résultats de cette campagne au niveau régional. Ça va être le premier temps de ce webinaire. Et puis, dans un deuxième temps, on fera le lien avec les accompagnements que le CECA peut vous proposer sur cette thématique de promotion de la bientraitance et de lutte contre les maltraitances. Donc, on en parlera dans cette seconde partie de matinée. Quoi vous dire? Alors, au niveau technique, avant qu'on commence, vous pouvez bien entendu participer via l'onglet Q et R qui est en haut de votre écran pour poser des questions et interagir au cours de ce webinaire. Surtout, n'hésitez pas, c'est extrêmement important, bien entendu. C'est la limite de l'exercice, vous ne pouvez pas participer oralement, j'ai envie de dire, à ce webinaire, mais néanmoins, on attend vraiment vos questions, n'hésitez pas. Donc, encore une fois, sur l'onglet Q et R en haut de votre écran, à côté de participants. Quoi d'autre que ce webinaire, bien sûr, sera disponible en replay dans les jours prochains sur la chaîne YouTube du CECA. Donc, vous trouverez le lien, bien entendu, sur le site du CECA. Qu'est-ce que j'ai pu oublier au niveau technique? Non, je pense que c'est tout. Voilà, notre responsable de com, Anne Taraborelli, merci beaucoup, hyper réactive, qui vous dit que vous pouvez donc poser vos questions à l'endroit où elle vient d'envoyer un message, donc sur, encore une fois, l'onglet Q et R. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, il y a eu quelques questions posées en amont, lorsque vous êtes inscrit, donc on essaiera d'y répondre un petit peu au fur et à mesure, voilà, de vous apporter les réponses ou les pistes, voilà, parce qu'on n'a pas forcément réponse à tout, on en reparlera tout à l'heure, mais en tout cas, on essaiera de vous apporter des informations sur les quelques questions qui ont été posées en amont. Voilà, je pense qu'on est bon et qu'on va pouvoir commencer à vous présenter ces résultats. Donc, je vais vous partager le diaporama. Du coup, je vais peut-être présenter la fenêtre. Qu'est-ce que tu en penses? Pour avoir accès aux questions, sinon je ne les verrai plus. Tout à fait, très bien. Allez, on va essayer de faire comme ça. Merci. Alors, ça ne marche pas. Non, mais là, c'est bon. Là, c'est bon? Ils doivent, je pense, voir le diaporama. Alors, attends, parce que du coup, oui, le souci, c'est que je ne vois plus les questions. Voilà, ça y est, si je fais ça, si, ça marche. Regarde, ça devrait le faire. Hop. Je peux le mettre en diaporama. Ah oui, je n'ai plus accès aux questions. C'est ce que je pensais. J'ai partagé la fenêtre. Bon. Ça sert à rien de vous partager. Alors, bon. Vous avez... Excusez-nous. Oui, c'est des petits temps de réglage. Donc voilà, vous avez normalement la vision sur le diaporama. Très bien, on démarre. Alors, comme je vous le disais, sur cette première partie, présentation des résultats, on va rappeler le contexte rapidement de la campagne. On va vous présenter les résultats régionaux, c'est là le plus important, intéressant. Et puis, il y aura évidemment quelques éléments de discussion à vous apporter. Donc, moi, je vais vous présenter ce premier élément de contexte. Donc, quelques mots d'introduction. Bien entendu, la promotion de la bientraitance est au cœur de nos pratiques et des accompagnements. Ça renvoie aux interactions individuelles et collectives tout en les questionnant, bien entendu.
Et ça s'inscrit naturellement dans un changement culturel. L'idée, c'est de faire un pas de côté pour pouvoir un petit peu s'interroger au final sur nos pratiques. L'idée avec cette campagne, puisqu'on était sur le regard croisé, on a interrogé aussi les usagers, c'était d'essayer de passer d'une approche centrée sur la personne vers une approche partenariale. On faisait de l'usager, on essaie de faire de l'usager le partenaire de cette campagne. Le deuxième point, cette campagne Regard croisé sur la bientraitance représentait une opportunité d'ouvrir les échanges entre le management, les professionnels et, encore une fois, les usagers sur les questions qui importent dans la vie de la structure et l'accompagnement. Et puis, bien entendu, cette thématique de la promotion de la bientraitance et de la lutte contre les maltraitances, eh bien, c'est une thématique, bien entendu, du programme de travail du CK. On y reviendra encore une fois de manière détaillée tout à l'heure, mais donc, juste pour revenir sur cette campagne, elle a été proposée en interrégional, puisque c'est un outil que vous avez utilisé, qui a été élaboré par nos collègues de Calirel Santé, qui est la SRA des Pays de la Loire. Et donc, eux l'ont réalisé cette année, mais il y a également nos collègues de la SRA d'Occitanie qui ont proposé cette campagne à leurs établissements, comme on l'a fait avec vous. Bien entendu, cette thématique, pourquoi on la travaille également, c'est parce qu'il y a des attentes fortes en matière de recommandations de bonnes pratiques, des attentes réglementaires. On va le voir juste après sur la diapo suivante. Sur la diapo d'après. Donc, sur ce schéma, juste rappeler quelques éléments, puisque je n'arrête pas de vous parler de bientraitance et de lutte contre la maltraitance ou les maltraitances. À la base, la bientraitance, la promotion de la bientraitance, c'est possible grâce à la mobilisation du savoir-être et du savoir-faire des professionnels. C'est-à-dire que c'est vraiment la base, normalement, de nos pratiques. C'est ce vers quoi on devrait tendre, on doit tendre au quotidien. Et ça, c'est possible parce qu'il y a un cadre de fonctionnement qui est défini, les rôles et missions de chacun qui sont définis dans une organisation. C'est parce qu'on doit avoir des temps d'analyse de pratique en collectif, en équipe, justement pour se poser, certaines fois, sur des situations qui ont posé question, qui posent question, et qu'on doit se situer, bien entendu, dans le cadre d'une amélioration continue de la qualité. La deuxième étape, si finalement on n'a pas réussi à être dans cette posture que je viens de vous décrire, eh bien, il peut y avoir l'apparition de situations un petit peu latentes, de pratiques dites à risque. Et dans ce cadre-là, afin de revenir vers le vert et vers la situation idéale dans laquelle on devrait se situer, eh bien, il peut être nécessaire d'accompagner de manière individuelle certains professionnels, de rappeler aux équipes les bonnes pratiques et encore une fois de se repositionner sur ces analyses de situation en équipe, voire d'engager des réflexions éthiques, de manière encore une fois à repasser du bleu au vert. Malheureusement, il arrive que on n'ait pas engagé suffisamment de démarches qui permettent, un, de détecter ces situations latentes et deux, de les solutionner. Ce qui fait qu'on va s'acheminer petit à petit vers l'apparition, la survenue d'événements indésirables associés aux soins ou à l'accompagnement. Vous savez que les EIAS, événements indésirables associés aux soins, sont plutôt à destination sanitaire et on parle d'événements indésirables associés aux soins également, mais plus liés à l'accompagnement dans le médico-social. Donc, en fait, tout le monde est concerné. Et donc, voilà, il peut arriver qu'encore une fois, des situations échappent et qu'on passe de situations latentes à la survenue réellement d'événements avérés associés aux soins ou à l'accompagnement. Et à ce moment-là, on commence déjà à mettre en péril, ou en tout cas, mettre en péril, jouer sur la sécurité des personnes. Donc, à minima, il doit y avoir des déclarations internes de ces situations, vous le savez.
on est dans l'événement indésirable associé aux soins, déclaration interne de FEI. Qui dit déclaration interne dit analyse de cause. Et quand on a analysé les causes sur l'événement et qu'on a identifié les actions, eh bien, on doit même mettre en place des retours d'expérience de manière à être dans une culture apprenante, une organisation apprenante et une culture positive de l'erreur. Malheureusement, parfois, ça ne suffit pas ou ça n'est pas réalisé, ça n'est pas pris en compte, c'est passé sous silence, on n'a pas connaissance des situations et malheureusement, eh bien, on va arriver, et ça vous le savez, c'est le parallèle avec les événements indésirables associés aux soins au global, il peut arriver qu'on arrive jusqu'à une situation d'événements graves, de faits graves qui vont survenir dans une organisation, qui là aussi vont mettre en péril la sécurité des personnes, qui vont nécessiter cette fois-ci une déclaration externe, parce qu'on est encore une fois sur un critère de gravité pour ces événements. Donc déclaration externe, signalement aux autorités compétentes, voire réponse disciplinaire pour le professionnel qui est à l'origine de ce fait, le ou les professionnels qui sont à l'origine de cette situation. Donc ça, c'était quelques mots d'introduction. Si je rappelle le contexte de la campagne, vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi le webinaire de lancement de la campagne, on avait déjà, voilà, c'est le contexte national, tout à fait. On avait déjà cette diapo, je l'ai juste enrichie, donc vous vous rappelez, ce n'est pas une démarche qui est récente, hein, la promotion de la bientraitance, c'est une démarche qui date de 2008, qui avait été lancée par l'ANESM à l'époque. Puis, on avait le déploiement de la bientraitance à travers un guide, déjà à l'époque HAS, Autorité de santé FORAP, donc fédération qui regroupe toutes les SRA en France, 2012, qui avait sorti ce guide-là, où déjà on voyait que la promotion de la bientraitance devait s'inscrire dans une démarche cohérente, transversale à l'établissement et appropriée par chaque professionnel. Puis tout cela, alors je la fais courte, hein, voilà, on a mis des échéances. Voilà, mais tout cela, après, se trouve bien entendu, se retrouve dans le référentiel de certification des établissements de santé, mais aussi le référentiel d'évaluation des ESSMS. Donc, dans ces démarches-là, à travers des critères, vous voyez, j'en ai mis quelques-uns, mais à travers tous ces critères-là et d'autres, j'ai mis 3 petits points de suspension, parce qu'évidemment, ça s'entrecroise avec d'autres thématiques, on retrouve l'exploration de cette promotion de la bientraitance et lutte contre la maltraitance, à travers, bien entendu, aussi le repérage. Encore une fois, je fais des raccourcis, pas prendre trop de temps sur la restitution des résultats que vous attendez. On a remis cette frise chronologique parce que, dans l'intervalle, depuis que nous avons fait le webinaire de lancement, ont eu lieu les états généraux des maltraitances et la publication du rapport national de cette concertation autour des maltraitances. Donc, je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à aller évidemment consulter ce document. Donc, ça, c'est le contexte national. Donc, en région, eh bien, l'idée, bien entendu, c'est la promotion de la bientraitance. Je vous l'ai dit, au niveau du CECA, c'est une de nos thématiques phares. En tout cas, c'est une des thématiques que nous travaillons et que nous allons continuer, bien entendu, de travailler avec vous. Donc, tout cela, ça passe à travers différentes formations, différents comptoirs thématiques, les ateliers bientraitance en EHPAD qui ont eu lieu fin d'année dernière et sur le premier semestre de cette année, et puis à travers différentes actions du programme de travail du CECA 2024. Comme on arrive au bout de l'année 2024, l'idée, c'est à la fin de ce webinaire de vous parler de ce qui est prévu sur 2025. Les objectifs de la campagne, les rappels, là aussi, hein, vous les avez exposés en amont lors du webinaire de lancement de la campagne. En région, l'idée, c'était de pouvoir disposer d'un état des lieux des démarches en faveur de la bientraitance au sein des établissements de santé, au sein des EHPAD, mais aussi au sein des structures qui délivrent des soins à domicile. Et puis l'idée, c'était de partager les enseignements issus de ces analyses locales afin de proposer au niveau régional un plan d'action en faveur de la promotion de la bientraitance et de l'acculturation des professionnels, mais aussi des patients et des résidents. Donc là, ça va faire partie un petit peu des échanges qu'on aura
on espère avec vous dans la deuxième partie, on va dire, de ce webinaire. Et puis les objectifs au niveau des établissements, c'était aussi de vous permettre à travers ces campagnes d'établir un état des lieux de la bientraitance au sein de votre structure, de l'unité, en tout cas des entités que vous avez engagées. On y reviendra tout à l'heure dans cette campagne. Ça vous permettait de disposer d'un outil d'évaluation qui associait le management, vous vous souvenez, donc le pilotage de la démarche, les professionnels, bien entendu, et aussi les usagers, donc les bénéficiaires des soins et des accompagnements, si on parle plus des EHPAD. Ça vous permettait également d'apprécier le ressenti des usagers et des professionnels, on est bien sur de la perception, on va y revenir dans les résultats, au regard des méthodes, des supports, de toutes les démarches que vous avez pu mettre en œuvre au sein de vos établissements. Et puis, bien sûr, in fine, d'impulser ou de poursuivre une dynamique autour de la bientraitance, puisque vous le savez, là aussi on le répétera à la fin de cette présentation, mais l'idée, c'est à chaque fois qu'on fait une mesure, on fait une évaluation, c'est d'en tirer des enseignements et d'identifier, de définir un plan d'action pour poursuivre la démarche après cette évaluation. Voilà, j'en ai fini pour cette première partie d'introduction et de rappel, notamment des objectifs. Je vais passer la parole à Ahmed pour la suite, pour la présentation vraiment des résultats régionaux. Merci. Il n'y avait pas avant ça les limites d'interprétation. On les a mis après. Parce que j'ai une question, je sais pas, en t'écoutant parler d'état des lieux régional, du coup, mais je le dirai après, ouais. On peut déjà le dire là tout de suite, oui. Que c'est un peu raté, bien entendu, puisque ça n'est pas représentatif de ce qui se passe dans la région, des établissements, du nombre d'établissements, du nombre de professionnels, etc. de la région. Pour deux raisons. D'abord, on n'a pas constitué un échantillon digne de ce nom qui permette la représentation, justement. Et ensuite, la participation étant ce qu'elle est, c'est-à-dire très faible, eh bien, finalement, on a quoi? On a les résultats des personnes qui ont participé, tout simplement. Voilà. Ça, oui, tu as raison. Donc, aucun état des lieux, bien entendu, régional. Alors, de ce qui concerne l'état des lieux pour les établissements, oui. Si vous avez effectivement une participation qui est au moins, on va dire, de 60%. Voilà. Et là, du coup, vous avez effectivement une image fidèle, on va dire, de ce qui se passe dans l'entité que vous avez interrogée. Voilà. Bon. Parenthèse avant parce que présenter les résultats et puis ne pas dire ça, c'est bon. Non, c'est un peu casse-gueule. Non, mais tu as raison. Donc, alors, participation à la campagne, puisqu'on en parlait, 55 établissements qui se sont finalement engagés, je dirais, sur 68 inscrits au départ, tout simplement parce qu'on en a perdu en route, je pense, pour des questions d'emploi du temps, de planning, de difficultés à mettre en place tout simplement la mesure dans les différentes entités, etc. Donc, au final, 55 ont terminé la campagne, les mesures. Et puis, ça a donné finalement lieu à 84 mesures sur des entités, alors qu'elles soient mono ou multi-activités. On le voit en dessous sur le graphe. Alors, mono-activité, c'est simplement, on avait des EHPAD, des SMR, MCO, etc. Et puis, le multi, c'est quand un établissement a fait une mesure sur l'établissement, hein, voilà, et que dans cet établissement, il y avait à la fois des activités de MCO, mais d'autres, SMR, SLD, etc., ou même du SMR, du HAD. Voilà, mélangé. Donc ça vous donne quoi ce graphe? Eh bien tout simplement la participation hein, dans la période de recueil qui est affichée là, entre le 13 décembre 2023 et le 24 avril 2024. Vous avez en fait le nombre d'entités et le pourcentage représenté dans le total des entités qui ont participé. Je le rappelle, 84 au total. Voilà. Avec en tête les EHPAD. Oui, c'est ça. Forte participation des EHPAD. Non, ça reste, avec toute proportion gardée, encore une fois, avec les limites que Ahmed vient d'expliquer. Ouais. Alors, c'est assez étonnant parce que je trouve plutôt difficile, justement, d'interroger après les résidents avec cet outil. Et bon, voilà.
L'investissement médico-social. Ouais, Ah oui, ouais. oui, tout à fait, Ouais. c'est vrai. Ouais. Ouais, clairement. Et après, bien sûr, tout de suite après, on a le sanitaire, CMR, MCO, le mélange de MCO et CMR, et puis l'HAD quand même. Enfin, le domicile. Ouais. Voilà. Avec peut-être une période de recueil qui initialement avait été fixée jusqu'au 31 mars. Et puis on l'a un petit peu élargi, mais comme on le fait effectivement habituellement, pour favoriser la participation, ne pas pénaliser les établissements qui s'étaient engagés et qui avaient quelques difficultés à boucler en fait le recueil et ou la saisie des résultats pour le 1er avril. C'était un petit peu dommage voilà, de les pénaliser, d'où cette date qui est un petit peu reculée. Donc après la participation de la campagne, on fait un focus sur les professionnels, le taux de réponse, le taux de retour des professionnels. Et là, on le présente selon ce qu'ils ont déclaré profil professionnel. Les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les agents de service et les autres. Et bien sûr, ceux qui n'ont pas souhaité déclarer leur profil. Voilà, au total, donc, 2497 répondants, ce qui fait une participation, d'après la cible enregistrée également sur l'outil, par l'outil, de 34%. Voilà, ce qui est faible, bien entendu. Mais c'est ce qu'on obtient d'habitude, malheureusement, c'est de la mesure. On ne peut pas dire que ce soit, encore une fois, représentatif de ces professionnels pour cette échantillon, pour cette mesure, pour cette campagne. Voilà. On avait quand même des idées sur les autres. Ouais, on a qu'étaient les autres. Ouais. Donc, il y a moi, je ne les ai pas. Mais... Les autres, oui, les kinés, les psychologues, les cadres de santé, ergothérapeutes, assistants sociaux, ASH, etc. Bon, peut-être des personnes qui pouvaient aussi se raccrocher à ces profils-là, mais bon. Voilà. Des étudiants. Une faible participation, on peut rester là-dessus. Ah, tu as passé, c'était monome, c'était très bien. Donc là, on a le taux de retour, le même taux de retour, donc toujours les professionnels, mais selon les entités. Alors, ce qu'on peut peut-être souligner, c'est que la participation est plus importante domicile. C'est vert, vous voyez, 97% en SAD et 76% en HAD. Puis après, elle est un peu toujours la même, c'est-à-dire assez faible, autour de 40% dans le reste des entités ou des multi-entités. Je ne sais pas si on peut faire une interprétation. Parce que ça reste des effectifs. Effectivement, sur le domicile, je ne sais pas. Peut-être une plus grande proximité, je sais pas. Après, s'il y a des personnes connectées qui appartiennent au domicile, ça serait intéressant d'avoir votre retour. Si vous voulez bien nous mettre quelques infos sur encore une fois, dans l'onglet QER. Ce serait intéressant de savoir. Sur les professionnels. Voilà. Ouais. Là, c'est la participation des professionnels. Ce serait intéressant de savoir. De pouvoir un petit peu expliquer comment on arrive à ces participations-là. Après, c'est peut-être des petites équipes aussi, où il y a plus de proximité, je ne sais pas. Ça serait évidemment un question. Et puis ça tombe bien, voilà, entre guillemets, parce qu'on est en train de travailler dessus en ce moment. Moins accaparé par l'institution et du coup plus disponible pour répondre. Peut-être, je ne sais pas. Oui, peut-être. C'est une hypothèse. Ouais. Après les professionnels, donc le taux de retour aussi des patients, puisque c'est aussi d'interroger des patients ou des résidents. Là, vous avez le détail patients-résidents. Au total, donc, d'âgé 2719, ce qui fait 40% de participation selon la cible recueillie aussi via l'outil. Avec un sanitaire, des patients du sanitaire beaucoup plus représentés, plus nombreux, tout simplement, que pour le domicile. Voilà, dire de ça, les taux de retour faibles en tout cas. Bon, c'est la difficulté bien sûr d'interroger les patients et les résidents, et bien sûr évidente. Surtout, je pense, pour le médico-social. Les résidents, c'est pas facile d'interroger les patients, d'expérimenter ça dans quelques EHPAD. Je ne sais pas qui était là. Non, pas. Bon, c'est difficile. Ouais. L'outil n'est pas simple. Et au final, on a un taux de retour qui est
Enfin, en pourcentage équivalent. Qui ressemble à tout ce qu'on obtient par ailleurs dans tous les autres outils. Donc, c'est pas. Ah ouais, De toute façon, c'est pas non plus. Ouais. Avec la possibilité qui existait d'aider le résident à faire un questionnaire. C'était une possibilité. Oui, Ah oui, bien sûr. bien sûr. Il peut y avoir des enquêteurs, etc. Mais bon, Ok. On n'est pas sûr non plus que ce soit passé comme ça. Ok. voilà. Et ce taux de retour de patients résidents est donc ensuite réparti selon, encore une fois, les entités. Alors là, c'est encore le domicile là pour le SAD où c'est important, plus important, de participation, et puis SMR, SLD, là, aussi, SMR, HAD. Bon. C'est quand même des taux de participation plus importants finalement que les professionnels, il semblerait. Il n'y a plus de réponses, plus de réponses. Bon. Chose, Oui, avec peu d'enfants, c'est parce que une tentative de quoi que ce soit. C'est ça. Pour l'instant. Ouais. La répartition, c'est ça. Voilà. Oui, alors les points de vigilance dont je parlais au départ, c'est bien sûr de l'interprétation de ces résultats. Hein. Ce sont des données de la région, mais ce ne sont absolument pas les données régionales, c'est-à-dire, comme je le disais, d'échantillons représentatifs de la région. Et les taux de participation sont inférieurs largement à 60%. Voilà, c'est ça, participation effective. Et il y a le problème des entités multiples. Je pense qu'il faudrait plutôt avoir des choses dont les activités sont uniques. Ouais, monoactivité, effectivement, je pense que c'est facile après de travailler, d'interpréter, parce qu'il peut y avoir des disparités effectivement entre secteurs. Et c'est vrai que sur de prochaines enquêtes, il serait peut-être intéressant de ne faire que des entités monoactivités. Même si elles sont petites. Hein. Je pense que là, on peut y aller. Hein. De patients, de résidents, pas tellement important. Enfin, non, là, on n'est pas. Effectivement, on n'a pas cette contrainte-là. Je pense que, mais effectivement, ce serait peut-être plus intéressant de travailler par activité. Surtout pour la restitution, je pense que c'est ça, en fait. C'est ça. Et outils de l'échange qu'il peut y avoir ensuite. Hein. Avec des problématiques qui ne seraient pas forcément les mêmes, parce que pas forcément les mêmes types de prise en charge. Donc voilà, se projeter peut-être sur de prochaines enquêtes, de prochaines évaluations, sur plutôt des entités monoactivités. Voilà, je pense que ça serait plus intéressant et effectivement en termes de restitution peut-être plus facile et plus pertinent. Donc pas d'état des lieux régional, donc pour nous, en tout cas, ça c'est loupé. Mais en revanche, pour vous, un état des lieux établissement dès lors que la participation est correcte. Alors le deuxième gros point de ces résultats, ce sont les indicateurs. Ils sont au nombre de 6. Vous les avez là repris là. C'est ce que vous avez dans votre rapport normalement l'entité mesurée. Hein. Les indicateurs managériaux, approche centrée sur les pratiques professionnelles, approche centrée sur le management et les organisations. Les indicateurs managériaux, puis 3 indicateurs de perception de la bientraitance, le respect, l'organisation, l'information. Ça, c'est pour les professionnels, pardon, j'ai oublié de le préciser, ça n'est pas. On aurait dû l'écrire, je pense. Hein. Le mot a sauté. Ouais. Et puis un indicateur sur l'expérience patient ou résident, qui s'appelle l'expérience du patient ou du résident. Voilà, tous ces indicateurs, vous avez l'échelle en dessous, la légende. 3 seuils, un seuil rouge, orange et un seuil vert. En deçà de 60%, entre 60 et 80% on est orange, puis au-delà de 80% on est vert. Donc c'est les couleurs qui sont reprises ensuite dans les graphes qui vont être présentés. Du coup, on commence par le premier, indicateur managériaux, avec une approche centrée sur les pratiques professionnelles. Vous avez sur la gauche les scores de cet indicateur en pourcentage, hein, le total, puis ensuite réparti selon l'activité, le sanitaire, enfin le secteur, le sanitaire, le domicile, l'EHPAD, et puis les autres secteurs, ce sont ces secteurs, ces entités multi-activités qu'on a regroupées en autres. Donc, globalement, cet indicateur est plutôt faible. Hein, vous voyez, on est dans du orange, à part pour le domicile où c'est vert, mais on tourne autour du 60%, 65%, voilà.
C'est-à-dire que c'est assez faible. Encore une fois, c'est pas représentatif, hein, je vais pas arrêter de le dire, parce que bon... Je pense que c'est important de le dire. Et puis, vous avez plus intéressant, je le trouve, sur le graphe sur le côté, là, la répartition, la distribution de cet indicateur selon ces 86 entités. Alors, pour le coup, là, elles ne sont pas 86 parce que tous ces indicateurs n'étaient pas calculables pour toutes les entités, simplement parce qu'on n'avait pas les données suffisantes pour le faire. Donc, vous en avez 79 entités présentées, 79 petits points, rouge, orange ou vert. Vous voyez, hein, ça va jusqu'à presque 100%, mais ça descend quand même en deçà de 20%. Voilà. Alerte, orange à surveiller, et puis acceptable en vert. Alors ça, vous ne l'avez pas dans votre rapport à vous, puisque vous n'aviez qu'une entité, mais bon, vous vous situez, bien entendu, puisque vous avez le résultat pour votre entité, vos entités. Alors ça va être ça. Pardon. Ça va être ça à chaque fois pour chaque indicateur. Oui. On va présenter une diapo avec le total général, puis cette distribution. Et puis quand même, diapo suivante, on a un détail des items qui constituent, qui permettent de calculer l'indicateur. Ça, vous le retrouvez dans votre rapport. Et puis ce diagramme en radar, étoile, je ne sais pas comment on a l'habitude d'appeler ça, au radar, voilà, avec figuré donc ce gros trait vert qui nous donne les items pour lesquels c'était plutôt faible, plutôt non, plutôt partiel et plutôt en grande partie, hein, ce sont les réponses possibles. Voilà, ça vous permet, dans la restitution, encore une fois, d'aller faire des focus sur certaines questions, certaines problématiques, certains thèmes. Voilà. Ben là, clairement, si on veut donner un exemple, on a 2 items qui sont dans le nom. Oui, tout à fait. Ouais. Hein, on a l'état des lieux permettant d'identifier les situations et on a les évaluations de pratiques professionnelles sur le thème de la bientraitance qui n'existe pas au final. Voilà. C'est bien illustré. Ouais. Et après, on reste un peu dans le partiellement presque bon. Indicateur suivant, donc le deuxième indicateur managériaux, donc approche centrée sur le management et les organisations. Et bien là, tout est orange, donc tout est plat, on va dire. Hein, voilà. Le même nombre d'entités, vous le voyez sur le graphe de droite, hein, 79, et avec bien sûr toujours cette distribution qui s'étale entre 100% et 10%. Ouais. Voilà. Et puis le détail des items, il y a moins d'items sur cet indicateur, avec quelque chose qui est au nom, là, enfin, surtout pour un item. Pour chaque intégration de salariés, il existe une traçabilité de la sensibilisation pratique de la bientraitance. Donc, on sait que, et encore une fois, je ne devrais pas interpréter, généraliser, je veux dire, mais on peut penser que la bientraitance, ce n'est pas tellement un thème dont on parle aux nouveaux salariés. Peut-être quelque chose qui est escamoté. Pourquoi? Bon, question à se poser. Non, c'est ça. Voilà. C'est déjà une façon d'accéder pour la restitution. Exactement. Exactement. Il y a de quoi alimenter des échanges. Alors, dans les indicateurs, là, on a bien mis professionnel, indicateur de perception de la bientraitance, du coup, par les professionnels. Alors là, bon, c'est un peu meilleur, je trouve. Hein. On a plus de vert, hein, vous voyez, le total, 81%. Et puis, on voit bien que la distribution est nettement au-delà de 60%. On a du orange et du vert, sans féliciter. Hein. Encore une fois, interpréter, bref. Mais quand même, voilà, si voici les résultats. Pas de rouge. Pas de rouge, et on est sur 83 entités, avec une grosse moitié, une moitié des entités qui sont dans le orange, puis l'autre moitié dans le bleu. Et donc, les items de cet indicateur, alors, 5 items, hein, et vous voyez, le radar est quand même bien étalé. Hein.
quand même des scores là qui sont effectivement plus importants. Ouais. Il faut le souligner. Oui, non, mais je pense que c'est important. Alors, c'est parce que vous avez dans vos établissements, mais de façon globale, c'est positif. Après, sur l'organisation, on revient à des choses plus timides. Orange, rouge, très peu de vert. 83 entités quand même. Là, c'est vrai qu'on a quand même nettement moins de verts. C'est flagrant. Si auparavant, voilà, en termes d'organisation, on a l'impression que c'est quand même un peu plus compliqué. On a un score qui est déjà une moyenne qui est timide et effectivement un étalement qui est plutôt entre le rouge et l'orangé. On a quand même beaucoup d'entités qui sont dans le rouge. Après, intéressant quand on a ce genre de différence entre, je veux dire, l'indicateur respect et l'organisation, c'est de savoir finalement quelles sont les situations. Ouais. Ce qui concerne la bien-traitance, bien entendu, qui font que. Voilà. Alors, quels sont les items, du coup? Parce qu'on peut passer aux items et avoir, par exemple, un temps d'accueil du patient est organisé. Alors, c'est tout autour de l'organisation, finalement, du travail avec le patient. Tout à l'heure, c'était la relation directe, je pense, respect, c'était ça, avec le patient. Donc, positif. Là, ça l'est un peu moins. C'est dans l'organisation qu'on peut s'attendre à trouver. C'est intéressant. Ouais. Et puis dans l'information aussi. Là, c'est plus. Là, c'est l'avantage positif. C'est entre les deux, du coup. Là, on est dans le orange. Un seul point rouge. Autour de 75%. Avec les items. Donc l'information du professionnel. Alors que ce soit de l'information à propos du patient ou autre chose. Alors je délivre de l'information, je connais les informations, j'intègre. Et nous avons rassemblé ici ces items donc, de perception, ces indicateurs, pardon, de perception de la bien-traitance par le professionnel, ici, là, selon les profils, on a vu tout à l'heure dans le tableau, avec cet autre, et donc les scores selon chacun de ces profils, avec un petit tableau dessous qui rappelle encore une fois cette participation qui est faible, bien sûr. Ces résultats ne sont absolument pas généralisés, interprétés. Voilà, alors, faut dire la dimension de la région, c'est pas du tout de la région. Mais en tout cas, ce sont les résultats des personnes qui ont répondu. On reprend donc pour le dernier indicateur, donc l'expérience patient résident, qui est aussi, du coup, c'est une surprise, bonne surprise puisque c'est vert, c'est plutôt vert. Voilà, et on un peu partout de 80 et un peu plus, même au domicile, on a 90% score. Et là, nous avons alors beaucoup plus d'items, parce que c'était un questionnaire. Et vous avez là le détail de ces items, avec classés donc, par ordre descendant donc, du score. Les items que vous retrouverez bien sûr dans votre rapport, ce sont toujours et très souvent qui sont ici conservés pour calculer le score. Les réponses donc toujours et très souvent. Hop, de diapo, vous avez les plus faibles à la fin en couleur. Oui, ça reste de l'orange, mine de rien. Voilà, entre 90% et 67%. C'est ça. Voilà. Toujours, ce sont bien sûr les résultats des patients, des résidents qui ont répondu. En disant ça, je m'aperçois bien sûr qu'il y a patients et résidents mélangés. On aurait pu scinder les deux. Alors, est-ce que ça a du sens? Je sais. Parce que c'est toujours pareil, les taux de participation. C'est ça, on en revient toujours au même. Ces choses ont du sens lorsqu'on a des échantillons importants qui sont représentatifs et effectivement, ça vaut la peine de couper, etc., d'aller plus loin. Là,
je suis sûr que si on le partageait, on trouverait à peu près les mêmes résultats dans les deux. Bon, il y a des chances. voilà, Il y a des chances. par expérience. Et là, alors bon, un peu plus, mais on tenait quand même à le faire parce que ça donne une idée visuelle de l'ensemble de ces indicateurs. Ce sont des boîtes à moustaches, comme on le dit. Vous pouvez apercevoir assez rapidement ces 6 indicateurs, le maximum et le minimum, ça c'est intéressant quand même, hein, régional entre guillemets, mais aussi la médiane en vert, hein, au milieu, cette petite moustache du coup. Hein. La médiane, c'est quoi? Ça partage la population en deux parties. Ceux qui sont en deçà de cette valeur et ceux qui sont au-delà de cette valeur. Ouais. Donc, plus cette valeur est importante, et mieux c'est, par exemple, si on prend le 3e indicateur, vous voyez, il est, bon, je n'ai pas mes lunettes là, mais il est à 81%. Vous voyez, on en a la moitié qui sont au-delà de 80. La moitié. C'est important, la moitié. C'est ça, C'est un beau score, quoi. Ouais, c'est un beau score. Voilà. Avec un minimum qui est à 64, donc c'est quand même c'est très bien. Mais non, c'est ça. À l'inverse, si on prend le 2e, par exemple, c'est un étalement plus important. On a 10 en minimum, 100 en max, et une médiane à 61, ce qui veut dire qu'on a quand même, pour le coup, la moitié des entités qui ont des résultats d'indicateurs qui sont entre 10 et 61. Ouais. Vous voyez, c'est beaucoup plus étalé. Voilà, c'est une autre représentation. Je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir cette vision. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, les 2 meilleurs scores, respect bleu et expérience patient, on est dans les 2 cas au-delà de 80, c'est aussi, si je veux bien, là où la moustache est la moins étendue. Il n'y a pas tellement d'étalement. C'est ça, oui, l'étalement, c'est la boîte. Oui, c'est ça. Ouais. Avec donc, quand à la même fois, c'est positif perception. et ça vous savez. C'est ça, donc ça veut dire que c'est vrai, doublement positif. Oui, non, mais clairement. On pourrait le dire comme ça. C'est sûr. C'est l'intérêt de ce genre de représentation. Ouais. Pour nous qui ne sommes pas épidémiologistes, c'est toujours. Alors, vous imaginez, quand on a des échantillons représentatifs, alors là, on se régale parce que du coup, ce qu'on dit, c'est vraiment ce qu'on. Ça, c'est représentatif de ce qui se passe. Voilà. Alors, oui, quand même, dans votre rapport, vous avez, au-delà de ces premiers résultats, quelque chose qui concerne le regard croisé, bien entendu, puisque c'est l'objectif même de cet outil. L'objectif, c'était, en tout cas pour le regard croisé, comparer donc les perceptions des patients résidents sur les pratiques de bien-traitance à celles, bien sûr, des professionnels et du management de l'établissement. Par exemple, mise en regard donc des résultats pour chacun de ces secteurs. Donc, il y avait 6 grands thèmes, hein, vous les retrouvez aussi dans votre rapport: le pilotage, l'accueil, l'information, l'accompagnement, la coordination, et puis le respect. Voilà. Donc, je vais simplement là, on a repris un exemple de ce que vous pouvez trouver dans votre rapport. Donc, c'est pour l'expliquer et peut-être en même temps dire que ce n'est pas évident de lire ce type de schéma. Alors, vous avez ces petites icônes qui représentent à la fois, qui représentent l'établissement, le professionnel ou les patients résidents. Donc, ces 3 icônes, rose, violet et vert. Hein. Tout en haut, vous avez les résultats donc, de l'établissement, et en dessous, vous avez mis en vis-à-vis le professionnel et les résidents, les patients résidents. Alors, bien sûr, les gens, c'est pas grave. Les résultats, les étiquettes, c'est les gens, donc le mot m'échappe, c'est pas grave. Alors, les résultats pour l'établissement sont présentés selon oui en grande partie, partiellement et non, avec des couleurs vertes, orange, rouge clair et rouge foncé, mais malheureusement, je trouve, hein, les autres résultats ont gardé ces couleurs rouge, orange et vert simplement. Vous n'avez que 3 finalement. Au lieu de 4. Ouais, au lieu de 4. Bon, on peut les rapprocher, bien sûr, mais il faut faire un effort d'interprétation quand même.
Vous avez donc présenté tout en haut les résultats donc, pour l'établissement que vous pouvez rapprocher aux résultats professionnels et patients résidents qui sont présentés en deçà et qui sont, eux, mis en vis-à-vis. Vous avez des pourcentages qui sont sur les côtés gauche ou droite et au milieu, l'étalement, enfin la barre finalement, le histogramme, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui représente cette valeur, tout purement simplement. On aurait dû simplifier ce graphe et mettre les résultats dans les barres. Ça aurait été plus facile, hein, parce que là, l'œil il a du mal à se fixer et à comprendre tout de suite ce diagramme. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous pouvez mettre en comparaison ces grandeurs, voilà, avec les couleurs qui correspondent, hein. Vous pouvez apercevoir tout de suite où c'est acceptable et où ça l'est pas. Le rouge, le vert et puis l'orange. Alors là, il y a très peu de vert, un peu de rouge et beaucoup de orange. C'est intéressant de confronter. Là, on voit par exemple une information régulière, côté professionnel, une information régulière est fournie aux patients résidents sur son état de santé. Les professionnels ont la perception que c'est fait, mais que ça pourrait être mieux fait, puisqu'ils ont répondu 64%. Alors que côté patient résident, alors, je reçois régulièrement des infos, donc on est un peu sur la même perception. En revanche, on a un 81% sur les professionnels m'expliquent les actes de soins. Donc, c'est aussi intéressant, voilà, de faire alors, c'est une gymnastique à faire, alors, de confronter, mais c'est quand même intéressant. Et vous voyez que côté établissement, donc c'est la première ligne en haut, à côté de la petite maison, une démarche structurée d'information du patient résident en cas de dommages liés aux soins indéfinis. On a un oui, quand même, franc et massif côté établissement. Alors, c'est pas pour ça, justement, c'est pas parce qu'on a un oui, je dis massif, mais 34%. Ouais, c'est 64, ouais. Voilà. 54. C'est pas si massif que ça, autant pour moi. C'est parce qu'il est vert, je pensais que c'était, tu vois, c'est d'où l'interprétation qui n'est pas forcément très facile. On pourrait s'attendre à trouver des choses plus importantes chez le patient résident. Ouais. Donc voilà, bon, c'est pas le cas. Bon, alors voilà. Donc, c'est cette gymnastique autour de la table et puis on regarde ça. Voilà. Si bien entendu, vous avez besoin à un moment d'un appui pour l'explication, n'hésitez pas à contacter bien sûr ça aussi. Ouais. C'est nous qui avons mis à disposition tous les normales. Ouais. Clairement. Oui. Le SAV. Le SAV. Le SAV. On assume. Alors, oui, il me semble que j'ai vu passer des questions qui sont dans l'onglet commentaires et non pas. Regarde, il me semble, comme c'est en direct. Ah, mais moi, j'ai pas. Tu vois en haut, en haut. Donc, là, conversation, à côté. Il me semble que j'ai vu passer des choses. Donc, on regarde. Est-il possible de nous transmettre le diaporama? Alors, le diaporama, il sera disponible sur le site du CK. Hein, voilà, donc ça, j'ai oublié de le dire, vous avez bien fait effectivement de poser la question. J'ai parlé du replay, j'ai oublié le support, il sera bien sûr sur le site du CK, vous pourrez le télécharger, bien entendu. Il n'y avait que celle-ci? Ok. Donc encore une fois, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q et R, questions et réponses, donc on est à votre disposition pour y répondre. Alors, sur le regard croisé, tous les autres thèmes sont présentés de la même façon. Voilà, c'est ça. Toujours en établissement et en dessous. Les questions en rapport. Ouais. Les affirmations en rapport. Je commence à comprendre comment c'est présenté. Ah oui. Voilà. Non, mais c'est pour ça que pour les néophytes comme moi qui n'ont pas fait l'enquête, mais qui voient juste les résultats, donc ça veut dire que je comprends maintenant, la maison représente le résultat qui était donné par. C'est les items, voilà, c'est ça, gouvernance. Les pros avec le petit soignant en violet et en bleu, d'accord. D'accord. Et donc l'échelle, ce que tu disais, l'échelle à 4 niveaux, c'est unique. Et uniquement voilà, pour l'établissement. C'est ça. Ok, c'est une échelle à 3 niveaux, effectivement, pour les. Désolée si c'est une répétition. Non, mais c'est très bien. Je pense que c'est pour ça que ça nous a paru intéressant de mettre un exemple de manière à pouvoir rentrer vraiment
dans les rapports, parce qu'au final, ça, c'est vraiment la représentation des résultats de ce fameux regard croisé que les établissements vont avoir dans leur rapport. Donc, ça nous paraissait intéressant, voilà, de vous mettre un exemple afin que vous puissiez aussi nous poser vos questions si ça n'était toujours pas très clair à l'issue de cette présentation. Voilà. Ok. Alors, c'est moi qui reprends la main. Juste pour vous dire que dans le kit d'enquête, vous avez à votre disposition 2 autres outils au-delà de l'enquête en elle-même. Vous avez une affiche qui est évidemment modifiable et qui vous permet de faire de la communication autour des modalités de restitution, c'est-à-dire clairement de pouvoir indiquer, de pouvoir afficher, mettre à la disposition des professionnels une affiche qui leur communique, qui les informe de la date, de l'heure et du lieu de la restitution que vous devez bien entendu organiser. Parce que l'idée, ce n'est pas de garder après ces résultats pour vous, ça n'aurait pas de sens, c'est un petit peu dommage, mais c'est évidemment de retourner vers les professionnels, d'une part, qui ont répondu à l'enquête, et même vers les autres. C'est un moyen, un support pour aller provoquer, entre guillemets, l'échange avec les professionnels. Donc voilà, cette affiche d'une part. Et puis, d'autre part, vous avez aussi un diaporama, là aussi vierge, qui vous est proposé, une trame de diaporama modifiable qui vous donne en gros, oui, c'est ça, la trame de la restitution et que vous pouvez bien entendu compléter avec vos résultats et plus si affinité, bien entendu. Alors, j'ai parlé des professionnels, mais il n'y a pas que les professionnels. Évidemment, il va falloir repartir vers aussi les patients et ou les résidents. Et ça, selon des modalités qui vous appartiennent, mais notamment, bien entendu, ne pas oublier la commission des usagers côté sanitaire et le CVS, donc le Conseil de la vie sociale, côté médico-social, côté EHPAD, ça paraît évident. Voilà. Et donc, on continue sur cette importance de restituer les résultats. Ça va vous permettre, bien entendu, après, de définir avec les professionnels, avec les usagers, avec la gouvernance, un plan d'action. Parce qu'encore une fois, la finalité de tout ça, comme pour toute enquête, c'est d'arriver à définir un plan d'action qu'il va falloir suivre, qu'il va falloir évaluer. Et donc ça, c'est encore une fois tout l'intérêt de cette enquête. On peut aussi se poser la question de s'engager dans une mesure régulière. Ça dépend un petit peu comment vous avez fait aujourd'hui, si vous avez engagé une entité, si vous avez engagé l'ensemble de l'établissement. Est-ce qu'il est nécessaire forcément, si vous avez engagé l'ensemble de l'établissement, de revenir dans quelques temps faire une mesure de la bientraitance, ces regards croisés? C'est à réfléchir, c'est à discuter. Si vous décidez de le refaire, ce n'est pas tout de suite. C'est un peu comme pour l'enquête culture-sécurité, j'ai envie de vous dire, c'est que ça ne sert à rien de revenir faire une mesure tout de suite. Il faut laisser le temps, de faire cette restitution, de définir ce plan d'action, et 3, surtout de le mettre en œuvre. Et de procéder à des évaluations. Enfin voilà, la route des mines, je ne vais pas vous refaire une histoire. Mais on est vraiment dans cette démarche d'amélioration continue des pratiques et de sécurisation des pratiques. Donc, ça ne sert à rien que de revenir faire une mesure, par exemple, l'année prochaine. Alors, bien entendu que l'outil sera à votre disposition. Vous revenez nous voir et si vous êtes adhérent, voilà. Si vous ne l'êtes pas, on voit aussi comment on peut faire. Mais l'idée, ce n'est pas de refaire l'enquête l'année prochaine. Ça n'aurait pas de sens. Donnez-vous le temps de mettre en place les actions avant de refaire une mesure sur les mêmes entités. Je répète. Ça peut être l'opportunité aussi de réfléchir à la mise en place d'espaces d'échange. Espaces d'échange autour de la bientraitance, autour de l'éthique, autour... de la pratique, voilà, exactement. Donc, selon des modalités qui vous appartiennent, mais n'empêche que c'est vraiment là une très belle opportunité quand vous allez
faire les restitutions et définir vos plans d'action, de réfléchir avec les usagers, avec les professionnels, peut-être encore une fois avec les deux, de croiser là aussi leurs souhaits et de se dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme espace d'échange pour poursuivre ce travail ensemble. Et puis, ça peut être aussi l'intérêt de réfléchir à la mise en place d'un ou plusieurs référents d'ailleurs, parce qu'un référent tout seul, en général, il a un peu du mal, mais un référent bien traitant, est-ce que ça peut être intéressant dans votre organisation? Mais si oui, ça veut dire que cette personne, elle doit avoir une fiche de mission, qu'elle doit avoir un rôle bien défini, qu'elle doit être formée, qu'elle doit être outillée pour accompagner l'établissement dans sa démarche. C'est pour ça que je disais, parfois, c'est un peu difficile. Voilà. Mais c'est à définir aussi en fonction de vos moyens. Voilà. Mais en tout cas, attention à ne pas sombrer ou pas tomber dans l'écueil de on a un référent, du coup, c'est lui qui fait tout. On a connu des expériences pas très agréables par le passé avec les référents hygiène, les référents linge, les référents alimentation. Voilà. Et trop douleur et j'ai envie de dire trop de référents tue le référent. Dans le sens qu'au final, voilà, n'était pas forcément très bien définie, les missions n'étaient pas forcément très bien définies, et en fait, dans certaines structures, on s'est retrouvé avec des personnes qui portaient la charge, de la thématique, sans véritablement derrière être vraiment positionné et pouvoir agir sur le domaine. Et qui dit référent ne dit pas que c'est cette personne effectivement qui est en charge de tout et que quand elle n'est pas là, rien ne se fait. Non, c'est quelque part un facilitateur, mais tout ne repose pas sur simplement ses épaules. J'ai une question. Tu as des questions? Ouais. J'ai une question. Enfin, j'en ai deux parce que là, d'abord, on me dit qu'il n'y a pas cet onglet questions-réponses. Il n'y aurait que l'onglet conversation. D'accord. Bon, alors, si c'est le cas, passez par conversation. C'est par conversation, allez-y pour poser vos questions, faire vos remarques. Allez-y après. Ouais. Et puis, alors, on me dit le médico-social couvre à la fois le champ des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Près de 3000 établissements en Nouvelle-Aquitaine. Comptez-vous approfondir l'exploration pour améliorer l'exhaustivité de ces données? Donc, en gros, est-ce qu'il y a quelque chose pour le handicap? Eh bien, on en parlera tout à l'heure. On a réfléchi à ça. Bon, je ne vais pas parler à la place de Martine. On a bien réfléchi à ça, cet outil. Est-ce qu'on pouvait adapter cet outil et puis même toutes les SRA, la FORA. Et on vous dira tout à l'heure ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques sur tout ce qu'on vient de vous présenter avant qu'on passe à la suite? Est-ce que dans les questions qui nous étaient arrivées avant, il y a des choses auxquelles on pourrait répondre de suite? Ça, on en parlera après. Ça, on l'a déjà évoqué. Le handicap, donc le secteur handicap, de nouveau, il y a d'autres questions, mais ça, on va y répondre tout à l'heure. Ouais, est-ce qu'on en parle après? On l'a un peu évoqué quelque part avec le référent. On a une question. Il y a une question qui avait été posée en amont de ce webinaire sur comment faire vivre une charte de bientraitance en institution. Faire vivre. Ouais. Faire vivre. C'est une bonne question, ça. Moi, j'avais dit à brûle pour point à Véro, lorsqu'on avait discuté, que pour que ce soit vivant, il ne faut pas que ce soit dans le placard. Bon, voilà, c'était une chose comme ça, assez rapide. Ou dans l'ordinateur. Ou dans l'ordinateur. Tu vois, voilà. Maintenant, c'est informatisé. Moi, j'ai envie de répondre aussi à Flo qu'une charte n'a de vertu que si elle a été travaillée collectivement, et moi, ce qui amène vraiment de la valeur ou une plus-value à la démarche, c'est la démarche, c'est le chemin plutôt que le résultat auquel on arrive. Donc ça, c'est un peu une première partie. Après, la question, elle est plus orientée comment on fait vivre. Donc, on suppose que la charte existe, qui veut dire qu'elle a été travaillée collectivement, de façon assez constructive. On peut aussi imaginer que c'est des démarches qui sont faites avec une aide extérieure, parce que c'est pas toujours facile de réfléchir à ça. Quand on réfléchit sur les valeurs, sur les principes. C'est un conseil qu'on peut donner, faites-vous aider
pour ça, je pense que Ouais, Déjà, ça peut être Oui. voilà, collectif, avec une aide extérieure, Tout en à fait, fait. quelqu'un de formé. Ouais. Et puis, alors, comment faire vivre? Effectivement, il y a déjà la question du support. Alors, on a vu des choses intéressantes quand on a mené des ateliers. Mhm. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un exercice qu'on fait parfois au collège ou au lycée. La charte, elle peut commencer déjà par certaines lettres. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Une c'est phrase ça. par. Je sais plus. Il y a un terme pour Ça ça. Ça, c'est une forme. Il y a d'autres formes. On avait entendu parler d'une fresque qui est carrément peinte ou dessinée, ou, enfin, rédigée sur un mur, de façon à être vue dès l'arrivée dans l'établissement en EHPAD. Je trouve ça assez sympa. Donc ça, c'est de fait des façons de faire en sorte qu'elle soit toujours visible, en fait. Oui, La puis charte. ça peut être effectivement des équipes qui se disent comment nous, au sein de notre équipe, on s'approprie la charte, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, comment on la décline. Donc effectivement, à travers des représentations, Les supports. voilà, les supports comme tu l'évoquais, ça peut être Voilà, pourquoi pas des pictogrammes, pourquoi pas du facile à lire et à comprendre, de façon à ce que ce soit aussi compréhensible par tout un chacun, y compris des visiteurs, pourquoi pas des familles, des proches. C'est l'occasion régulière pour en parler. Et alors, c'est ça. voilà, il y a le support, et après, il y a le vivre. Pour moi, c'est une façon de se dire, qu'est-ce qu'on en a à dire aujourd'hui? On l'a rédigé, j'en sais rien, il y a un an et demi ou il y a 2 ans. Est-ce qu'on a envie de revenir dessus? Est-ce que, donc, ça peut être fait annuellement, notamment pour alors là, je suis un petit peu sur le secteur handicap, mais bon, si vous avez des journées de rentrée, des échéances qui sont fixées, ça peut être, je veux dire, la réunion de l'équipe du mois de décembre, ou le CSE, ou le CVS de tel mois, ça sera systématiquement consacré à ça. Ça, c'est une façon. Oui, là, un jour, les nouveaux et alors voilà, Ouais, et c'est à la fois sur l'idée du support et de faire vivre le livret. Parfois c'est un livret, mais la manière dont vous accueillez les nouveaux arrivants, c'est vraiment le moment crucial où il y a un certain nombre d'items abordés, et la maltraitance en fait partie. Voilà. Et on a vu tout à l'heure que ça pêchait. Hein. Oui, exact. Donc je pense qu'effectivement, là, il y a quelque chose à réfléchir, et c'est souvent un point qui n'est pas abordé, ou en tout cas peut-être fait l'objet d'une notification, dans le meilleur des cas, sur un livre d'accueil, mais ça reste un support écrit, et si on ne l'accompagne pas, c'est ça. Voilà. De notre point de vue, ce qu'on entend souvent avec les équipes, c'est que le support, c'est une chose, mais la communication et l'échange autour, c'est aussi incontournable. Ça ne suffit pas de cocher la case en disant, bon, voilà, je te remets le petit livret, tu regarderas ça à la maison quand tu rentreras. Non, mais c'est sûr. Non, mais je caricature. Non, mais tu as complètement raison. Voilà. Et effectivement, elle peut être réabordée point par point. Peut-être pas systématiquement, mais à l'occasion de l'analyse de la pratique, d'échange, tout simplement. Vous vous rappelez, on l'avait évoqué, en fait, quand on a fait où ça fait référence à tel principe. Et alors, plus la charte est courte et, j'allais dire, bien présentée, plus c'est facile de s'y rattacher. Bon, peut-être qu'on peut prendre cette question sur l'information. Ouais. Donc, effectivement, on a une question. Comment témoigner des informations données aux patients, notamment sur la possibilité de signaler les événements indésirables, à part en les traçant? Et la question se poursuivait, comment cela se passe-t-il dans d'autres structures sommaires, compte tenu du turnover qu'un établissement peut rencontrer? Alors, comment témoigner des informations données aux patients? À part la traçabilité, j'avoue que je ne sais pas trop. On a échangé entre nous. Il y a le déclaratif des professionnels. C'est pas une visite de il peut y avoir le déclaratif des professionnels et le déclaratif des patients. Au décours, on est en SMR, donc on est en sanitaire. Donc au décours de patients traceurs, on va interroger les patients et on va voir si ça sort ou pas. Parce que la traçabilité, c'est bien, mais vous savez, entre ce qui est expliqué, ce qui est compris, ce qui va être ressorti, retraduit, enfin voilà, donc effectivement, la traçabilité, c'est bien et c'est nécessaire et on vous le demande. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas le choix, il faut tracer au maximum. Donc, quelle information on a donnée, à quelle date, à qui, etc. Si on a remis, par exemple, un petit flyer, des choses comme ça. Et après, vraiment, comment témoigner des infos données aux patients? On les interroge, les patients, et on voit ce qu'ils ont compris. Au-delà de ça, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes de SMR qui sont présentes et qui voudraient apporter des infos. Et puis savoir aussi si la personne qui a posé la question se reconnaît, si on a bien compris sa question. Oui. Il y a aussi ça.
Sinon, alors, encore une fois, je ne sais pas si ça se passe dans des visites de certification, mais ça peut être une observation. Pardon, je ne sais pas si c'est possible dans les visites de certification, mais si les experts visiteurs sont là aussi pour observer, ils peuvent éventuellement, à un moment donné, être présents au moment où ça se dit, ça se parle, mais ce sera un sac. Non, moi je pense que c'est plutôt des cours des patients presseurs. D'accord, oui, Le déclarativement, là on va les interroger, on va voir ce qu'ils ont compris. Ok. Non, encore une fois, on parlait d'espace d'échange, bah voilà. Ah oui. Et après, voilà, lors des espaces d'échange, effectivement, si consigner quelque chose. Oui. Ça peut faire partie des points. Si vous créez ces fameux espaces de parole, d'échange qu'on a évoqués, clairement, faites toujours, on est dans la traçabilité, c'est-à-dire que vous faites toujours un petit compte rendu qui n'a pas besoin d'être très long, hein, c'est pas ça. Mais c'est de dire les points abordés, la date qui était présent, les fonctions, hein, le nombre d'usagers qui étaient présents et les points que vous avez abordés lors de la séance du. Et ça aussi, ça sert de preuve entre guillemets que vous avez abordé ce sujet avec les patients. Est-ce que tu as d'autres choses? Oui, j'ai une question plus pratique. On me demande si l'outil est disponible et comment on peut faire pour l'utiliser. Il suffit de vous adresser une demande et à ce moment-là, on créera un compte sur la plateforme Infora. Si vous êtes adhérent ou pas, hein, on verra les modalités. Hein, de toute façon, ça passe par une demande. Vous pouvez m'adresser à moi ou à quelqu'un d'autre. Hein, mais en tout cas, oui, après on communique. Voilà. Donc, vous aurez nos mails sur le diaporama et sur le site du CECA. Ouais. Et bien sûr, l'outil est disponible, bien entendu. Bon, c'est bon. Il n'y a pas d'autres questions. Très bien. Il m'est venu juste une idée supplémentaire sur comment faire vivre une charte. Et toujours sur le point de l'accueil des nouveaux arrivants. Une fois que si cet accueil se matérialise par une prolongation du contrat, voire un passage en CDI, il y a certains gestionnaires ou certains employeurs qui font passer un rapport d'étonnement, qui donnent un rapport d'étonnement aux nouveaux arrivants, qui est une façon de recueillir déjà dire des propos un peu spontanés en fait. Et pourquoi pas aborder cette question. Vous vous rappelez qu'on vous a parlé des valeurs, cette charte bien traitance, est-ce que sur les, je dis n'importe quoi, 15 jours ou 2 mois que vous avez passé avec vous, est-ce que ça s'est matérialisé ou pas? Ça, pour moi, c'est une façon de faire vivre et de maintenir vivace ce principe et cette valeur. Ouais. C'est une bonne idée. Un petit complément. Ouais. De toute façon, les rapports d'étonnement, c'est toujours intéressant. Hein. Je pense qu'on n'a pas trop l'habitude dans le domaine de la santé de le faire. Et moi, pour avoir passé... On fait un petit passage de l'autre côté de la force. Dans le privé, maintenant, c'est systématique. D'accord. Au bout d'un mois, on demande un rapport d'étonnement. Donc, qui est distinct de la période de l'évaluation de la période. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Et justement, ça permet un échange plus libre. Exactement. Et ça permet vraiment, je pense, à la fois pour le salarié de faire le point sur ce qu'il a compris, parce que c'est aussi le moment de refaire un check et de reprendre des informations. Et puis pour l'employeur, c'est hyper intéressant aussi d'avoir cet œil neuf, entre guillemets, avant qu'on rentre dans la routine de l'organisation. C'est extrêmement intéressant. Et ça, on n'a pas trop l'habitude de le faire. Très bien. C'était tout pour les questions. Le rapport d'étonnement est un vrai outil managérial d'intégration qui est sous-utilisé dans notre secteur. Clairement. On nous dit merci. Mais je suis complètement d'accord avec vous et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, vraiment. Parce que c'est hyper intéressant, encore une fois. Et les deux côtés. Et on nous dit, à propos des patients traceurs, j'ai l'impression d'être dans une émission. Alors on nous dit, il faudrait donc faire plus de patients traceurs. Ah, c'est pas nous qui allons vous dire le contraire. Hein. On ne pourra pas vous dire le contraire. Bien sûr, on ne vous dira pas le contraire. Non, mais est-ce qu'il faut en faire plus? Mais après, est-ce qu'il faut en faire plus? Ça dépend combien vous en faites. Il faut en faire. Et je pense qu'il faut en faire de manière régulière, parce que là aussi, c'est une très belle source d'information. Par an? Ça ne veut pas dire grand-chose, par an. Ah bon? Après, il faut défendre. Ça dépend. Oui. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de vérité unique. Je pense que ça dépend vraiment de vos circuits.
de vos moyens, mais n'empêche que ça permet là aussi de maintenir une dynamique d'évaluation et d'amélioration des pratiques. Et pour le coup, on est sur du concret, donc ça parle aux patients, parce qu'on leur demande simplement d'expliquer leur prise en charge, et ça parle aux professionnels, parce qu'on est sur du concret, quoi. On va venir sur une situation, donc ça me paraît pas assez, parce que c'est pas là aussi représentatif. Si tant est que ça puisse être représentatif, mais quand même, on va trouver des choses vraiment intéressantes. Et d'un patient à l'autre, d'une personnalité en gros à une autre, on risque d'avoir des focus un peu différents. Donc à chaque fois, on peut avoir des informations complémentaires. Donc je pense que c'est une bonne méthode, encore une fois, qui ne demande pas tant de temps que ça. Parce que c'est ça aussi, on sait pertinemment que les ressources et le temps. Voilà. Par contre, il vous faut effectivement des professionnels qui sont un petit peu aguerris à la méthode. Mais je pense que c'est une méthode maintenant qui est en place depuis plusieurs visites de certification, qui devrait être maintenue dans la prochaine. Donc, c'est vraiment une méthode qui doit passer un peu en routine, si je puis dire, dans vos pratiques. Et c'est différent du parcours traceur. Parcours traceur, on voit d'autres choses. Vous êtes sur les dossiers. Le patient traceur, vous avez l'expérience patient. Donc, c'est vraiment, on est sur le même type de thématique que celle qu'on balaye aujourd'hui. Et du patient, mais c'est pas résident. Enfin, résident, je veux dire usager. On est d'accord. Du coup, c'est l'accompagné de C'est traceur. l'accompagné de traceur, effectivement. Oui, c'est vrai que là, je t'ai focus parce que c'est on n'a pas les certifications, mais c'est la même démarche. C'est la même démarche. Sur cette méthode-là, en tout cas. Ouais, voilà, exactement. D'accord. Ok. D'accord, 4 parents. Bon, d'accord. Eh ben, écoutez, pourquoi pas. Voilà. Il faut encore une fois que ça reste jouable pour vous. Mais je pense que ça entretient cette dynamique, encore une fois. Moi, ce que j'ai pu pas mal. entendre comme, entre guillemets, bonne idée, parce que, notamment en EHPAD, on ne peut peut-être pas avoir des entretiens qui durent très très longtemps, vu l'état de la personne, etc. Donc, on peut se dire qu'on focalise sur certains points du parcours, plutôt que d'autres. Par exemple. Si on a l'intuition, le sentiment que, je sais pas, la préadmission, par exemple, n'est pas forcément hyper travaillée jusque-là, c'est l'occasion de confirmer cette intuition, ou au contraire d'aller voir ou vérifier si ce qu'on a mis en place sur les 6 mois, sur les 6 derniers mois, c'est suivi d'effet dans la perception de la personne accompagnée. Enfin, voilà. On peut aussi mettre des coups de projecteur sur l'un ou l'autre morceau ou partie du parcours. C'est sûr. Ok. Ok. Pas de questions pour avancer. Peut-être que là, on aura des choses ou des remarques ou des commentaires. En tout cas, nous, on a commencé de s'interroger, on n'a pas fini très clairement, mais on a commencé de s'interroger sur ce qu'on pouvait retenir de cette première campagne, parce que c'est la première fois qu'on la déploie en Nouvelle-Aquitaine. Encore une fois, on l'a déjà dit, mais cette campagne, quelque part, c'est quand même le prétexte à la réflexion et au questionnement. J'ai beaucoup insisté sur l'importance de la restitution. Je pense que vraiment, c'est une première évaluation. Et l'idée, c'est vraiment pour vous, qui vous êtes chargé de quelque part de coordonner, parce que je pense que vous êtes parmi le public nombreux à avoir un petit peu coordonné cette enquête. C'est déjà se dire au vu des résultats, sur quoi on peut faire des focus, et puis vraiment d'échanger avec les professionnels et les résidents. Et les patients. Donc vraiment, ça, c'est le premier point. Bon, le deuxième, où là, on est un peu plus déçu, c'est une faible participation. Ahmed l'a déjà évoqué. Et c'est dommage. Après, on connaît la difficulté, le temps qui vous manque. Et on pourrait évoquer différents facteurs qui ont contribué à cette participation faible, et une participation qui reste un peu, malheureusement, dans les standards des participations aux enquêtes, mais c'est un peu dommage parce que du coup, encore une fois, on revient sur cette non-représentativité possible de la région avec les résultats obtenus. Ce ne sont que les résultats des établissements qui ont participé en région Nouvelle-Aquitaine. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça a permis de questionner les patients et les résidents, de questionner les professionnels, de croiser. Et puis, je pense que dans certaines structures, il y a aussi des professionnels qui ont pu aller commencer d'échanger quelque part avec les patients et les résidents qui n'étaient pas en capacité forcément de lire ou d'écrire
sur le questionnaire et de les questionner, ça pouvait être une première ébauche déjà d'espace de parole. Et du coup, je pense qu'on a pu recueillir des informations. En tout cas, nous, c'est ce qu'on espère quelque part. Donc peut-être que certains d'entre nous peuvent, en quelques mots, en une ou deux phrases déjà dans le chat, nous dire si c'est comme ça qu'ils vont faire ou pas. En tout cas, c'est quelque chose, nous, on s'est dit, comme c'était possible et qu'on avait fait des tests en amont de la campagne. Justement, une de nos collègues était allée dans un EHPAD pour accompagner l'équipe à voir un petit peu comment questionner les résidents qui n'étaient pas forcément en capacité, encore une fois, tout seuls, de renseigner le questionnaire. Donc, je ne sais pas si vous avez pu avoir recours à cette modalité de questionnement. Et après, c'est quelque part, pour vous, qu'est-ce que vous pourrez retenir, qu'est-ce que vous pouvez déjà à ce premier stade retenir de cette première campagne? Et puis, quand vous aurez décortiqué, réfléchi autour des résultats, ça sera intéressant d'avoir votre retour sur les enseignements, sur les écueils, sur les avantages. Nous, on serait vraiment preneurs de ce type de retour de votre part. Alors là, tout de suite à chaud, si certains d'entre vous acceptent dans quelques mots de nous faire ce partage ou après, encore une fois, vous aurez nos mails. Donc, on est preneur de toute remarque pour améliorer l'enquête, les modalités de l'enquête. Voilà. Ou pour vous aider, simplement, après, plus tard. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on a... Moi, je peux peut-être revenir, quand je revois le point sur le mode de questionnement des professionnels et des patients, pour moi, ça rejoint un petit peu la question, est-ce que la campagne était adaptée au secteur handicap? Alors, clairement, la réponse, on a travaillé avec les collègues de Calirel qui étaient à l'origine de la campagne. Ils se sont penchés sur la question, ils ont tenté en fait de faire passer des questionnaires et on s'aperçoit bien que c'est compliqué puisque effectivement l'écrit n'est sans doute pas le support adéquat. Donc là, j'anticipe un petit peu sur ce qu'on va dire par la suite. On sent bien qu'il y a de toute façon un sujet autour de la bientraitance dans le médico-social en général. Là, jusqu'à présent, c'était les EHPAD qui ont été concernés par cette enquête. Et donc, on a vraiment réfléchi à une modalité qui serait différente pour le secteur des personnes handicapées. Donc, ce qui est ressorti de tout ça, c'est que Calirel Santé, on va se féliciter, nos collègues en Pays de Loire, ont testé une nouvelle méthode qui est davantage participative, et qui vise, pour le coup, à travailler la bientraitance, mais tout d'abord à passer par l'étape de repérer les situations à risque de maltraitance, ce qui fait partie de la bientraitance. On est d'accord que c'est tout ça, mais donc là, sans tout dévoiler, on n'est pas sur un outil qui serait assez technique et aux mains d'une équipe qualité ou gestion des risques. On est plutôt sur une démarche qui vise d'abord à constituer des gens de travail où sont présents les usagers et leurs proches, bien sûr les professionnels. Et la gouvernance est plutôt, je dirais, en retrait, et plutôt en observatrice ou en co-animatrice au plus. Et dans cette méthode, la première étape, une fois le groupe constitué, consiste à identifier pour chaque étape du parcours, que ce soit sanitaire ou médico-social, pour chaque étape du parcours, le groupe identifie des situations à risque et quels sont les risques de maltraitance pour chacune de ces étapes. La synthèse de tout ça, c'est non seulement repérer les risques, mais aussi repérer ce qui est déjà en place pour que ça n'arrive pas, c'est-à-dire les fameuses barrières ou filets, appelons-les comme on souhaite. Et l'avantage de cette méthode, c'est qu'en identifiant à la fois les fragilités, les risques et ce qui est déjà en place et ce qui resterait à mettre en place, en prenant les deux derniers morceaux, ce qui est déjà en place et ce qui reste à mettre en place, on obtient en fait les mesures préventives et de gestion de la maltraitance, ce qui est ni plus ni moins les attendus d'un plan demandé par le référentiel HAS, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, notre idée pour 2025, c'est que cette méthode, on arrive à en faire des ateliers où serait présentée la méthode avec un kit carrément, un petit peu comme ça a été fait ici pour la caisse, c'est-à-dire que les participants à cet atelier sortiraient également avec des outils, des ressources qu'ils pourraient déployer ensuite. Donc, on pourra vous présenter cette méthode. Notre idée, c'est
déjà de le faire figurer officiellement à notre plan de travail, hein, donc sur la temporalité, la modalité concrète, on pense que ce sera des ateliers d'une journée, mais c'est à valider par notre financeur, en l'occurrence l'ARS. Et si tout se passe comme on le souhaite, on pourrait vous proposer des ateliers, encore une fois, d'une journée, aussi bien pour le sanitaire que le médico-social, parce que sur toute la notion de parcours, elle est transversale. Bien sûr. La notion de repérer des situations aussi, et la notion d'avoir un plan de prévention, gestion aussi. Voilà. Donc ça, c'était une information qui recoupe un petit peu comment est-ce qu'on peut travailler sur le sujet en secteur handicap et sur le versant maltraitance, sachant que bien entendu, si on lutte contre les maltraitances et qu'on favorise notamment les espaces d'échange, on va là aussi favoriser la traitance. Automatique. Ça va, ça va avec. Ce qui veut dire, je réponds à les questions qu'on a eues, c'est qu'il n'y aura pas d'enquête de ce type-là pour le secteur du handicap, encore une fois, comme tu l'as expliqué, parce que le mode de questionnement n'est pas adapté du tout. Donc c'est pour ça que très clairement, il y aura pas d'enquête, voilà, je le dis haut et fort, enfin en tout cas nous on ne le proposera pas, il n'y aura pas d'enquête de ce style-là pour le secteur du handicap. Voilà. Ouais, ça me fait penser que du coup on peut répondre aussi à la question pour la santé mentale, c'est que Oui. est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, il y a quelque chose qui est sorti il n'y a pas longtemps, des petites presses de Calirel Santé. C'est disponible, on va l'installer aussi sur notre plateforme et bien sûr vous pouvez, comme pour cet outil-là, en faire la demande et on vous le mettra à disposition. Alors c'est un autre outil, c'est toujours un regard croisé, mais c'est un autre outil que celui-là. Il y aura donc 2 outils disponibles. Cet outil, je dirais, pour le sanitaire, domicile, médico-social, enfin, EHPAD. Et puis l'outil santé mentale. Spécifique, santé mentale à côté. Voilà. C'est un point, effectivement, tu as raison, important. Parce qu'on avait des demandes en amont. Oui. Donc voilà, l'outil, ça y est, va être disponible. Donc si vous souhaitez pouvoir déployer l'enquête dans le secteur santé mentale, il faut vous nous adresser un mail. Dans combien de temps tu penses non, j'ai déjà téléchargé, etc. On peut l'installer. Mais je me disais peut-être qu'il faudrait qu'on en prenne connaissance et qu'on fasse une petite information, une petite présentation. Écoute, voilà, on va voir comment on va faire ça. Peut-être un mail, peut-être. Voilà. Il y a un nom, cette enquête. Je t'avoue, franchement, je n'ai pas regardé. D'où l'information. Voilà. Parce que c'était quand? C'était la semaine dernière, je crois. Ah oui, oui, c'est tout neuf, là. Oui, c'est tout neuf. Guillaume m'a dit qu'il avait fait. Mais donc voilà, juste pour vous tenir informé, ça va être disponible. Donc si vous avez testé chez eux, etc. Et apparemment, on avait dit quand on a fait le webinaire de lancement qu'il y avait quelque chose qui était en cours d'élaboration. Ben voilà, ça y est. C'est tout neuf, tout chaud, c'est possible. Alors du coup, j'ai eu des commentaires, je peux y aller. Donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et pour vous, donc on peut retenir de la campagne. Donc premier commentaire. Cela a permis aux professionnels de terrain de mettre des mots, action derrière ce terme de bientraitance, car difficile dans un premier temps pour eux de s'exprimer sur ce sujet, notamment lors des évaluations externes, car comme vous l'avez mis en base de pyramide, il s'agit de leur savoir-être et savoir-faire. Juste. Complexe. Je trouve aussi. Une campagne plutôt complexe à mettre en œuvre, à mettre en place. Alors ensuite, peut-être que la participation serait plus importante si l'enquête prenait la forme d'une auto-évaluation valorisable dans la démarche d'amélioration continue de la qualité. Auto-évaluation. Ça veut dire par la gouvernance, c'est ça qui est... Non, par chaque professionnel, je pense. L'idée, c'est systématiser. Oui, c'est-à-dire quelque chose à disposition de chacun. Valoriser. Professionnel, patient, résident, je ne sais pas. Oui, à valoriser dans l'amélioration continue là. Sanitaire, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que là, pour le coup, on peut tout à fait la valoriser dans ce type de débat. Ça, on peut valoriser, bien sûr. Donc là, j'avoue que, Et après, on nous dit, nous l'avons valorisé dans notre démarche qualité en tant que EPP. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Ceci a été fort bien apprécié par les évaluateurs de la HS. Les experts, pardon.
Moi, je suis complètement d'accord, hein. Ça peut tout à fait être valorisé en EPP. On a tout, hein. On a tout, jusqu'au plan d'action, la réévaluation. Enfin, pour moi, on est tout à fait dans une démarche d'évaluation des pratiques professionnelles. Par ailleurs, l'auto-évaluation, on a aussi des outils d'auto-évaluation, hein. En revanche, ce n'est pas du regard croisé. Le plus de cet outil, Ah oui. qu'Alirel a souhaité finalement, c'est de pouvoir croiser effectivement les perceptions. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est vraiment un plus. C'est la première enquête, je crois, où on a ce croisement, la première et la seule pour l'instant, où on a cette possibilité de croiser à travers des items différents, mais qui se recoupent, les perceptions de chacun. Ouais. Donc, ok, bah merci pour ces premiers retours. C'est toujours extrêmement intéressant. On va faire le lien avec, justement, Martine a commencé d'en parler un petit peu, mais avec les accompagnements qui vont être proposés par l'OCK Région Nouvelle-Aquitaine. Pas le tout, vous avez fait la campagne, mais maintenant, comment on peut continuer? Oui, donc on vous propose essentiellement trois choses, 3 activités, je vais dire ça comme ça. Donc en 2025, on va poursuivre les ateliers bien-traitance qu'on a intitulé Bien-traitance, construire une démarche dans sa structure, sachant que ça s'adresse au secteur personnes âgées d'une part et personnes handicapées d'autre part. On a souhaité que se retrouvent au sein de ces ateliers des binômes. Donc on demande à 2 personnes de la même structure de se présenter la même journée. C'est Ahmed et moi-même qui animons cette journée, et on pense qu'il y a quand même une spécificité EHPAD, notamment au niveau des outils. Il y a des choses qui ont été déployées sur ce secteur-là. Donc voilà, on vous proposera encore, parce que là on termine l'année 2024 sur cette lancée, et 2025, donc il y aura à nouveau ces ateliers, j'allais dire en décentralisé, c'est-à-dire que tout ne sera pas ici, oui, à Pessac et à Bordeaux, mais peut-être aussi, enfin sûrement, dans le reste de la région, où l'idée en gros de la journée, c'est on part de vos situations de bien-traitance ou à risque de maltraitance. On aborde les définitions telles qu'elles sont aujourd'hui dans la réglementation et dans les sources officielles, pour arriver à des concepts à la fois sociologiques et sur le plan un peu psycho. Et l'après-midi, on vous présente les outils et les ressources qui existent, de façon à ce que vous fassiez, j'allais dire, un petit peu votre combo, ou en tout cas que vous imaginiez déjà en binôme, de quels outils, de quelles ressources vous avez envie de vous saisir, comment vous souhaitez colorer votre démarche avant de rentrer dans votre établissement. Voilà, on appelle ça atelier justement parce que, bien sûr, on amène des concepts et du contenu, mais on n'est pas pour autant sur de la formation stricto sensu, puisque vous partez avec des ressources, des idées, et ça vous permet de réfléchir. Ça, c'est les ateliers bien-traitance. Et puis, le deuxième atelier qu'on va proposer aussi, qui est complètement complémentaire, et qui va vous permettre de, j'allais dire, cocher la case « J'ai travaillé sur le sujet en prévision de ma visite d'évaluation », même si ce n'est pas ça le but final, mais voilà, ça permettra quand même de répondre à ça. Là aussi, donc, c'est des ateliers, comme j'ai dit, qui servent à repérer les situations à risque de maltraitance, là, pour l'ensemble des ESMS, et idéalement, on pense aussi que la même méthode serait disponible pour le sanitaire. Donc l'idée là, c'est, comme je l'ai dit, c'est s'approprier une méthode qui est beaucoup plus participative que ce qu'on a pu jusqu'à présent conseiller sous forme de cartographie des risques. L'un n'exclut pas l'autre, mais là, on est sur quelque chose qui inclut les personnes accompagnées, leurs proches et bien sûr les professionnels. Et l'idée étant que, alors certes, vous n'allez pas sortir avec votre plan de prévention et de gestion tout ficelé à la fin de la journée, mais vous verrez qu'avec cette méthode-là, au bout de quelques mois et de la petite dizaine de réunions que vous organiserez sur ce repérage, vous arriverez déjà à structurer un plan de prévention et de gestion. C'est en ça que vous pourrez cocher la case HS, entre guillemets. Voilà. Et puis un événement qui est sur 2024 et qui est quand même relativement proche dans le temps, c'est la rencontre régionale du secteur médico-social qui va porter cette année encore sur la qualité et la visite d'évaluation. Donc, c'est sur inscription, c'est sur notre site. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Parce qu'il y aura des témoignages de terrain, d'établissements ou de structures qui viendront exposer comment elles se sont penchées sur ce sujet des plans, d'une part maltraitance, mais aussi plan de gestion de crise PCA. Et les 2 autres gros sujets qui seront abordés, sachant que l'autorité de santé sera présente avec la possibilité de poser des questions, et il y aura vraiment des temps d'échange prévus avec ça, sur ces sujets-là.
HAS, ARS. Donc, je l'ai dit, les plans, mais on abordera aussi la question de l'alimentation, de l'adaptation de cette alimentation, des principes à l'assiette, c'est un petit peu ce qu'on peut faire, et ouvrir aussi le débat sur tout ce qui est responsabilité sociale et environnementale dans ce secteur médico-social. Et ne pas, enfin, bien sûr, on va parler beaucoup d'évaluation et de visites d'évaluation, mais l'idée, c'est aussi d'ouvrir le propos et notamment de voir comment vous pouvez répondre aux attendus de la loi EGalim, qui voit un petit peu voilà, comment ça se passe et les impacts du climat sur nos prestations et inversement, comment nous pouvons avoir un impact diminué ou moins important du fait de nos prestations, une fois en USMS, donc là avec l'intervention du docteur Guy Enoch, qui est expert en RSE et santé environnement. Voilà, c'était les 3 annonces que j'avais à faire. Une belle journée qui s'annonce, le 2 décembre. Oui, à Angoulême, enfin, Soyaux. Oui, à Soyaux. Ouais. Voilà. L'année dernière, le 23 novembre, ça avait été une journée aussi assez chouette. Et je le dis, on revendique le format présentiel de façon à ce que vous puissiez entendre, vivre, poser vos questions et rencontrer des collègues, notamment au moment de la pause déjeuner qui sera offerte. Et sous la houlette de la RS qui nous a demandé de l'organiser. Oui. Non, c'est toujours une très belle journée. Ça permet effectivement, comme je le disais, de vraiment d'échanger aussi en étant sur place. Nous, l'équipe est là-bas aussi, donc c'est aussi le moment de venir se présenter, d'échanger, de nous parler de vos projets. Voilà, c'est très Réagir, si je peux dire. Ouais. C'est ça. Donc, et posez vos questions. Posez vos questions. Yes. Pas hésiter. Voilà, ce qu'on a oublié, on aurait pu le noter aussi, ce sont les formations. J'ai oublié de mettre sur la diapo. Donc, les formations qui ont eu lieu cette année, qui vont se poursuivre, toujours en lien avec cette thématique de la bientraitance. Il y a une formation qui s'appelle sensibilisation à la bientraitance, qui est une formation d'une journée, qui permet là aussi de dégrossir un petit peu le sujet pour les professionnels, voilà, qui ne comprennent pas toujours clairement, on l'a dit, certains d'entre vous l'ont dit, les contours de ce qu'est le principe de bientraitance. Et puis, on a parlé de notion de référent, et il y a une formation de 4 jours justement à cette mission de référent qui a été proposée cette année et qui a fait carton plein très vite. Donc, on va la reproposer l'année prochaine. Donc, voilà, n'hésitez pas à guetter si ça vous intéresse. Le calendrier de formation sur le site du CK, vous retrouverez tout le programme de formation, les modalités, où ça se passe, etc. etc. Donc, c'est une formation qu'on va reproposer parce qu'elle a très vite été complète. Voilà. Qu'est-ce qu'on a oublié? Ben, ça, c'est ce que tu as dit. Hein. C'est les fameux ateliers voilà, que tu as évoqués. Et puis bah oui, notre dernière diapo, on vous remet, si vous avez besoin de nous contacter, nos mails et nos numéros de téléphone direct. Voilà, encore une fois, on est à votre disposition, à la fois sur l'accompagnement post-enquête, pour la compréhension de vos résultats, Ahmed en a parlé. Si vous n'avez pas encore fait l'enquête et que vous souhaitez la faire, voilà, pour nous contacter pour obtenir une ouverture de compte. Si vous souhaitez la faire dans le domaine de la santé mentale avec le nouvel outil, ben voilà, vous pouvez nous contacter aussi. Et pour toute question, vous pouvez nous contacter. Alors. Il y a une question, c'est ouais. Ah oui, le rappel du colloque du CREI. Par contre, CREI 19 décembre. Oui. Alors, vous avez raison. Le CREI Nouvelle-Aquitaine organise un colloque autour de la bientraitance. Ça se passe à l'IRTS, Institut Régional du Travail Social à Talence, autour de Bordeaux. Effectivement, donc le titre, c'est maltraitance avec un S entre parenthèses, nouvelle définition, nouvelle posture, nouveau paradoxe sur l'ensemble de la journée. Donc effectivement, ça peut être un bon complément à ce qui s'est dit. Pardon? Tu peux lire tout ça. Donc Ahmed gentiment me propose de lire voilà. Donc, la plaquette, on vous laisse chercher sur Internet. Ouais, ok. Merci pour l'info, vous avez raison. Et est-ce qu'on fait un lien avec les travaux? Oui, alors
Autre lien Ah oui, c'est important, important, alors, l'éthique. on en parle dans des termes un petit peu génériques parce qu'encore une fois, on est en train de négocier notre plan de travail pour 2025. Mais donc, vous l'avez bien compris, en tout cas pour le secteur médico-social, mais c'est vrai aussi pour le sanitaire, le thème, la bientraitance est lié Ah oui. à l'éthique. Et donc, c'est une des 9 thématiques dans le manuel CCMS. Donc, à ce titre, nous allons également proposer des ateliers sur le 2e semestre, en principe 2025, en partenariat avec l'ERENA, et je remercie ici au passage les participants qui sont connectés. L'idée étant là aussi d'avoir sous forme d'atelier, donc une journée, de partir des principes, des idées, des concepts, etc., à une après-midi qui est davantage orientée sur comment je peux, moi, enfin, en tant que professionnel, amener une réflexion éthique, pourquoi pas organiser un espace d'échange, parce que c'est ce qui est demandé, un espace d'échange collectif autour de ces questions éthiques. Donc là, ce sera voilà, en partenariat RNA-CK, et là aussi, au moins, avec une délocalisation dans les 3 anciennes régions. Limoges et Poitiers. Voilà. Donc le lien est effectivement fait dans les différents référentiels. Ce qui est souhaitable, effectivement, c'est que ça traduise dans la pratique. Et je pense qu'un des lieux de réflexion et d'échange, c'est les groupes d'analyse de la pratique. Ils peuvent avoir une tonalité plus psycho, mais ils peuvent aussi avoir une tonalité éthique, en fonction de la personne qui anime, etc. Mais voilà, on a aussi un expert avec nous qui va pouvoir nous différencier un petit peu et dire si c'est effectivement le bon endroit, le bon espace. Hein, voilà. Voilà. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Si j'y arrive. Hop. Voilà. Ah oui, il faut faire un petit. Oui. Alors, comment ça se fait? Parce que la caméra. On essaie de vous voir. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je ne sais pas pourquoi la caméra se referme. Voilà. Écoutez, nous, on est arrivé au bout de cette présentation. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant qu'on se quitte. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres? Non. Ok. Non. Eh bien, écoutez, il nous reste à vous remercier d'avoir été nombreux à assister à ce webinaire. J'espère qu'on a répondu à vos questions. On a essayé au fur et à mesure de les prendre en compte. On a répondu normalement également à celles qui nous ont été posées avant ce webinaire. Encore une fois, le replay sera disponible très rapidement sur notre chaîne YouTube. Tu as raison, le support de cette présentation, pareil, sera disponible sur le site. Et Ahmed me fait penser que vous aurez également, dans les prochains jours, le rapport, du coup, en lien avec les résultats qu'on vous a proposés, qui sera disponible sur le site du CK. Voilà, donc, vous pourrez télécharger, si vous le souhaitez, ou au moins les consulter. Voilà. Et comme manifestement... alors, attendez. Il y a des choses qui sont apparues là. Ah, comment ça dit? Alors, très rapidement, parce que j'allais tout vous fermer, moi, mais en fait, il y a des choses qui sont des questions, des remarques qui sont apparues, que je ne voyais pas en ayant le partage d'écran. Donc, on a quelqu'un qui nous dit que les professionnels ne sont pas à l'aise avec leur pratique et ont peur de répondre à cette enquête. Ah, ça peut être un frein. Alors, c'est intéressant comme remarque. Ça peut être un frein, vous avez raison, parce que vous nous précisez, la notion d'intimité et de dignité ne semble pas parler aux usagers. Ah, souvent les questions à ce sujet sont sans réponse. Donc, il y a 2 choses différentes, mais qui sont effectivement intéressantes. Enfin, on va juste redire peut-être que l'enquête est vraiment anonyme. Et que, pour les professionnels, oui, c'est tout anonyme. Donc, et que même si les résultats, entre guillemets, pas bons ou laisseraient penser que les professionnels ne sont pas à l'aise, la direction va avoir un chiffre global, en fait. Oui, clairement. Clairement, c'est aussi l'intérêt vraiment de leur réexpliquer que c'est complètement anonyme. Alors, si ils ont participé avec le QR code, ils ont flashé, de toute façon, c'est complètement anonyme. Si c'est
sous format papier, à ce moment-là, c'est à vous de vous assurer qu'ils puissent glisser leur questionnaire dans un endroit où ça puisse leur permettre d'être sûr que c'est anonyme. Et puis, quant aux usagers, ouais, c'est pas toujours évident. Alors, il faut voir comment accompagner le questionnaire aussi auprès des usagers. Ouais. Intimité, dignité, c'est vrai que ça ne pas. Bah, oui, le terme en lui-même, voilà. C'est bon, là. Ça, c'est bon, ça répond pour le reste. Bah, voilà, donc cette fois-ci, on est arrivé au bout de tout, de ce webinaire et de vos questions, manifestement, et de vos remarques, des conversations. Donc, merci beaucoup. Au bout de tout, on a tout vu. Bon, voilà. Non, mais on a tout vu et c'était là l'essentiel de ne mettre aucun commentaire, aucune question. Voilà. Après, je vois une main qui est levée, mais est-ce qu'il y avait une question particulière? Non, ça doit être. Voilà, parce que il faut le mettre dans le chat parce qu'on n'a pas accès. Tout à fait. OK. Pour l'enquête usagée, ce sont des tiers qui l'ont réalisée. Ah, voilà. D'accord. OK. C'est une possibilité. Ouais. Mais c'est oui, ça peut être effectivement un moyen d'impliquer par exemple des élèves, effectivement. Hein. Les étudiants, c'est aussi le moyen de les acculturer aussi. C'est des futurs professionnels. Donc, je trouve que c'est une super idée. Et ça leur permet d'aller à la rencontre des usagers, les accompagner sur le remplissage du questionnaire, qui, encore une fois, n'est pas forcément très facile. Ça permet aussi peut-être d'expliquer certaines notions, certains mots. Et encore une fois, de recueillir, c'est un premier moyen de recueillir aussi la parole des usagers. Donc, c'est une très bonne idée, effectivement. Et pour l'enquête professionnelle, a été accompagnée par des sensibilisations préalables pour éviter toute culpabilisation. Ah oui. Mais je pense qu'effectivement, il y a toujours des craintes sur ces enquêtes. On l'a vu aussi sur Culture Sécurité. Je pense qu'il y a toujours une crainte en amont, que ce ne soit pas complètement anonyme, qu'on les retrouve, qu'il y ait une culpabilité à répondre, simplement à mettre. Ce sont des perceptions, hein, donc c'est toujours pareil. C'est pas toujours facile de se livrer quelque part, donc je trouve qu'effectivement c'est une bonne idée. Il faut toujours accompagner ces enquêtes par des membres du comité éthique et psychologues notamment. Ben voilà. Non, mais c'est une très bonne idée. Merci pour le partage. Oui. Très bonne idée. Mais encore une fois, il ne faut pas que ça reste. L'enquête, c'est toujours quelque chose de délicat parce que ça reste sans suite, bien souvent. Hein. Ça arrive comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Et autour, s'il n'y a pas d'espace où on discute, on repart, on reprend les choses, etc. Et que ça continue, et que c'est. Voilà, quoi. C'est difficile ensuite de dire des petites choses sur comment on vit notre pratique, etc. Voilà, bon. Faire une enquête pour faire une enquête. Ça n'a sens. pas de sens. Je lutte faire, je pense que c'est l'épidémie au départ, quoi, mais pour qu'il n'y ait plus ce genre de mesures, quoi. Et que, au contraire, ce soit remplacé par des choses vivantes, vivaces. De la parole. Voilà. Bon. D'où l'intérêt d'introduire en amont, effectivement, d'expliquer, d'accompagner pour le dérouler, que l'enquête se passe le mieux possible, et surtout derrière, aussi de travailler la restitution. Donc, avant, pendant et après. Sinon, encore une fois, ça ne servira à rien. On est dans une démarche d'amélioration continue. Voilà. Puis, l'image de la route des lignes tout à l'heure. De l'écoute. Ah ben oui, puis encore plus sur cette thématique, encore plus. Mais de tous, ouais, je pense. Chacun amène sa pierre à l'édifice. Extrêmement important. OK. Mais encore une fois, merci beaucoup d'avoir participé. Merci pour vos questions, vos remarques, vos retours. C'est toujours extrêmement intéressant. Et puis, nous restons à votre disposition, bien entendu, si vous avez besoin. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.